Bonjour et bon début de saison automnale. Ici Éric Bernard pour l'Institut Jean Garon et la vie agricole. Il me fait grand plaisir de vous annoncer le retour des quotidiennes agricoles et agroalimentaires, ici même sur cette antenne ou ces antennes de lesquelles vous profiterez au cours de la prochaine saison. Vous aurez l'occasion de retrouver chaque midi, du lundi au vendredi, nos différents invités, différents intervenants, à commencer par l'équipe de la vie agricole, mais aussi celle de l'Institut Jean Garon, qui aujourd'hui lance sa nouvelle série sur un enjeu qui lui tient à cœur, la nécessité de diversifier les modèles agricoles au Québec, l'agriculture de demain, tous les lundis midi. Voilà ce qu'on vous propose comme rendez-vous à compter d'aujourd'hui. Cette reprise, évidemment, nous mettra également en vedette les gens de l'Institut de la vie agricole, plutôt les mardis, mercredis et jeudis. Et nous vous informerons sur différents loisirs. Les vendredis, vous y trouverez votre compte également. La quotidienne revient dans un format dit écourté, comme on le dit, les mardis, mercredis et jeudis. L'Institut va continuer à collaborer avec la présence comme panélistes des deux coprésidents. Michel Saint-Pierre et Guy de Bailleul seront bien présents, bien sûr, dans les quotidiennes de la vie agricole pour intervenir à titre de panélistes. Nous profiterons donc de leur connaissance, de leur expérience professionnelle également. Le porte-parole de l'Institut Jean Garon, Simon Bégin, est en attente. Vous allez voir dans un très beau studio aujourd'hui. On va le rejoindre dans un petit moment. Pour cette première émission, on a quelque chose d'assez particulier à vous proposer. C'est avec grande fierté qu'on vous proposera un grand personnage de l'agriculture de demain. Oui, André Desmarais. On va vous expliquer au fur et à mesure que l'émission progresse aujourd'hui pourquoi M. Desmarais est identifié comme étant un grand personnage de l'agriculture de demain. Il est maintenant temps de vous présenter le porte-parole de l'Institut Jean Garon, celui qui fera office d'animateur de cette émission régulière. Et j'ai l'honneur d'accueillir, avec bien sûr toutes les distanciations sociales, dans le grand studio de l'Institut Jean Garon, Simon Bégin. Bonjour Simon, comment ça va? Bonjour Éric, très heureux de te retrouver dans le cadre de l'agriculture de demain et de la quotidienne agricole. Ça fait bien plaisir, Simon. Nous avons donc les présentations faites, un programme quand même chargé pour cette première émission. Je vais donc te laisser entrer dans le vif du sujet et déjà amorcer là, les premières présentations. Bien, écoutez, Eric, j'aimerais aussi présenter mon co-animateur, le co-président de l'Institut, Guy de Bailleul, qui est chez lui à Montréal, confinement oblige, et qui nous rejoint par Zoom. Alors, Guy, est-ce que vous êtes là? Bonjour. Oui, Simon. Bonjour, Simon. Bonjour, Éric. Bonjour, Guy. Écoutez, Guy, Éric et chers auditeurs, avant d'entrer dans le vif du sujet qui est l'agriculture de demain, j'aimerais peut-être situer brièvement ce qu'est l'Institut Jean Garon. On n'est pas nécessairement connu par tout le monde. Alors, l'Institut Jean Garon est né peu de temps après le décès de M. Garon en 2014, alors que les membres de la famille, des amis, se sont demandé comment on pourrait perpétuer la mémoire de ce grand personnage, ses idées, ses valeurs, ses principes. Et on a convenu assez rapidement qu'un groupe de réflexion, de discussion, de débat serait la meilleure solution. Alors, nous avons eu l'honneur d'avoir comme premier co-président de l'Institut nul autre que Jean Pronovo, un grand personnage de l'agriculture, et donc, nous sommes non seulement dans la lignée de l'héritage de Jean Garon, mais aussi dans la ligne de pensée du rapport Pronovo sur l'avenir de l'agriculture et de l'agroalimentaire au Québec, d'autant plus qu'un des deux coprésidents de l'Institut, Michel Saint-Pierre, était sous-ministre de l'Agriculture au moment où a été lancée cette réflexion. Et c'est un peu lui qui en est le père spirituel. Alors, je pense que tout ça fait en sorte que l'Institut Jean Garon, on a vraiment la ligne de pensée de ces deux grands personnages. Alors, écoutez, aujourd'hui, je vais laisser la parole à Guy. On a choisi de créer une série qui porte sur l'agriculture de demain. C'est un peu un axe d'action que s'est donné l'Institut de favoriser, dans le fond, la diversification des modèles agricoles au Québec. Alors, Guy va nous expliquer un peu ce qu'on entend par l'agriculture de demain. Oui, merci, Simon. Mais notre projet, c'est évidemment à travers des entrevues, des témoignages, des reportages, voire des archives de la documentation, de présenter effectivement certains éléments que pourrait présenter l'agriculture ou les agricultures de demain. Alors, il ne faut pas s'imaginer que lorsqu'on parle de l'agriculture de demain, il s'agit d'une agriculture qui va d'un seul coup se révéler, on ne sait pas à quelle période, et qui succéderait complètement à l'agriculture actuelle. Il faut dire que beaucoup des éléments de l'agriculture de demain sont déjà présents dans l'agriculture aujourd'hui. Parce que de nouvelles sensibilités en matière d'environnement, en matière de santé, en matière de goût, et également des avancées technologiques
qui sont disponibles depuis peu. Et puis, par ailleurs, la découverte d'un certain nombre de carences dans certains de modèles agricoles dominants font que des projets ont vu le jour, des expériences qui pourraient effectivement prendre de plus en plus de place dans l'avenir. Donc, c'est cette idée de repérer dans l'agriculture d'aujourd'hui ce qui deviendra en quelque sorte significatif pour demain. Alors, ce faisant, il ne s'agit pas nécessairement de faire un procès en bonne et due forme de l'agriculture intensive d'aujourd'hui. Il s'agit plus de voir en quoi des nouveaux projets porteurs d'avenir, précisément, permettraient de limiter ou de résoudre un certain nombre de problèmes associés à l'agriculture d'aujourd'hui. Oui, Guy, maintenant, comme vous le mentionnez, c'est un concept assez large, l'agriculture de demain. Aujourd'hui, à travers l'entrevue que nous avons réalisée avec M. Desmarais, on va se pencher plus particulièrement sur ce qu'on appelle l'agriculture de proximité. Mais j'imagine que le concept d'agriculture de demain englobe beaucoup plus de choses. On peut parler probablement de bio. Est-ce que vous pouvez nous mentionner quelques-uns de ces visages-là qu'on aura l'occasion de présenter plus en détail dans le cadre de notre série? Oui, effectivement. Puisque vous faisiez référence à l'agriculture de proximité, j'aurais tendance à utiliser l'expression que Patrick Mondler, professeur à l'université, utilise à propos de l'agriculture de proximité pour dire que c'est un phénomène dont on a une idée, mais dont les contours sont encore relativement vagues. On pourrait dire la même chose pour l'agriculture de demain d'une manière générale. Il y a déjà des éléments que l'on connaît un peu plus dans certaines formes de l'agriculture de demain. On pense peut-être à l'agriculture biologique. On peut penser qu'elle prendra plus d'importance encore à l'avenir. Mais par exemple aussi des éléments qui sont en émergence comme l'agriculture urbaine, par exemple. Alors ça peut être des formes d'agriculture, ça peut être des modèles d'exploitation qui se différencient des exploitations actuelles. Ça peut être des pratiques culturelles. Donc c'est un peu tout ça que l'on veut que l'on entend passer en revue. Alors, oui, en fait, comme je le mentionnais, dans le cadre de la série L'agriculture de demain, tous les lundis, nous allons essayer d'identifier un de ces volets, un de ces visages, l'agriculture biologique, l'agriculture urbaine, l'approche de sol vivant, les mycorhizes, le rôle des mycorhizes. Alors, on a déjà tout un programme, toute une série de sujets que nous allons aborder semaine après semaine, en espérant qu'au terme de cet exercice-là, on aura une meilleure compréhension, une meilleure image de ce que sera cette agriculture de demain et surtout que nous serons en mesure de mieux comprendre l'importance du rôle qu'elle peut jouer. Je pense que, d'ailleurs, M. Desmarais, que nous allons entendre tout à l'heure, l'expliquera très bien, on ne peut pas imaginer que l'agriculture de proximité ou les formes de nouvelle agriculture vont être en mesure de nourrir l'ensemble de la population de la planète dans un prochain avenir, mais elles sont appelées à croître et à jouer un rôle de plus en plus grand. Alors, c'est tout pour ce petit mot d'introduction et maintenant, grâce à Éric, nous allons passer au cœur de notre émission, qui est notre rencontre avec André Desmarais. Merci Simon, merci Guy Debailleul également. Signalons au passage que Michel Saint-Pierre collabora aux émissions de la vie agricole, voilà qui motive son absence aujourd'hui, mais il sera certainement du programme lundi prochain. Nous l'accueillerons et l'attendrons avec bien sûr beaucoup de plaisir. On sent qu'il y a un bagage d'expérience à prendre ici à cette émission fort agréable. On parlait de la vision d'André Desmarais ici pour l'agriculture de demain. Simon, qu'est-ce qu'André Desmarais vient faire dans l'agriculture de demain? Écoutez, ça peut surprendre. On a une perception de M. Desmarais comme un grand financier, un grand mécène qui a été très impliqué dans différents aspects de la société québécoise. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce grand mécène, à travers les œuvres qu'il soutient, il y a peut-être un préféré, un enfant chéri, et c'est l'agriculture de proximité. André Desmarais va nous l'expliquer. Il est le fondateur, le propriétaire, le financier de ce qu'on peut considérer peut-être le navire amiral au Québec de l'agriculture de proximité. Je veux parler ici de la firme des Quatre Temps, une firme
j'ai oublié le nombre d'hectares, mais assez considérable, situé à Hemingford, en Montérégie, qui est à la fois une ferme de production où on cultive pas moins de 50 variétés de légumes différentes, qu'on cultive très tôt le printemps grâce à des méthodes culturales nouvelles et qu'on peut même aller jusqu'à faire des récoltes sous la neige à l'automne. Alors, c'est un lieu vraiment extraordinaire à visiter, ce qu'on espère faire bientôt. Maintenant, la ferme des Quatre Temps est aussi non seulement un lieu de production, mais est aussi un lieu de formation et un lieu d'expérimentation. La ferme reçoit des jeunes fermiers en herbe qui profitent de leur passage sur la ferme grâce à l'appui financier de M. Desmarais pour s'initier, se développer, apprendre aussi beaucoup grâce à la personne clé de la ferme, le grand complice d'André Desmarais. Je veux parler de Jean-Martin Fortier, qui est un personnage très connu dans le milieu de la production maraîchère au Québec. Alors, oui. On arrête. Oui, et d'ailleurs, pour poursuivre, Simon, on peut signaler que cette émission devait avoir lieu, être enregistrée sur le site même de cette ferme des Quatre Temps, avec la présence de M. Desmarais et de M. Fortier. Mais compte tenu du contexte de la COVID et de la nécessité de ne pas mettre en péril le niveau élevé de protection sanitaire de l'exploitation, on a décidé finalement de se rabattre sur une formule enregistrée en studio en utilisant une entrevue réalisée par Zoom avec M. Desmarais. Alors évidemment, on n'aura pas cette sensation du direct ou de la présence sur le site même. Comme vous le disiez, Simon, c'est pas seulement une ferme de production, c'est une ferme expérimentale, c'est une ferme aussi qui veut former de jeunes agriculteurs pour qu'ils s'installent eux-mêmes sur leur propre exploitation. Monsieur Desmarais aura l'occasion de le mentionner dans son entrevue. L'objectif, c'est qu'il y ait pas moins d'une centaine d'exploitations qui puissent essaimer à travers le Québec un peu sur ce modèle, sans d'ailleurs que l'on conçoive qu'il s'agisse d'une forme d'intégration, parce qu'il s'agira d'exploitations indépendantes, mais qui pourront reproduire cette démarche tout à fait particulière introduite dans la ferme des Quatre Temps. Alors, merci Guy. Alors, Éric, sans plus tarder, nous allons passer à l'entrevue que M. Desmarais nous a accordée cet été. Il nous parle, évidemment, avec beaucoup d'optimisme de sa vision de l'agriculture de proximité, mais aussi de ses inquiétudes qui l'ont un peu amené à s'impliquer dans ce domaine-là. Alors, à vous, M. Desmarais. J'ai choisi les fermes de proximité parce que j'aime ça. J'ai beaucoup d'admiration pour les jeunes qui travaillent, qui sont dédiés à faire quelque chose de spécial et d'unique. Et ils le font sans tracteur, sans tous les grands moyens qui sont pris par d'autres fermes, en tout cas, et qui sont nécessaires pour la société. Hein. Il ne faut pas parler contre une partie de la société pour faire valoir son système. Je crois que l'important, c'est qu'on puisse avoir notre système et qu'il puisse coexister avec l'autre système. C'est ça qui est important pour moi. Et ça, moi, c'est ce que j'essaie de faire avec la ferme des Quatre Temps, c'est de permettre à des gens d'une très belle compétence de pouvoir essayer leurs idées, d'utiliser leur imagination et d'essayer des systèmes qu'autrement, ils ne pourraient pas essayer s'ils étaient eux-mêmes fermiers parce qu'ils ne peuvent pas en absorber les coûts. Alors moi, ça me fait plaisir de faire ça, puis je crois que c'est une contribution que je peux faire en tant que citoyen et qu'elle est importante. Moi, je crois réellement ça. Moi, depuis que je mange bio, puis les enfants, etc., je ne sais pas si on se sent mieux, mais on sent que c'est meilleur. Et je crois qu'il y a aussi, il ne faut pas ôter, hein, quelque chose qui est fait avec amour, à la main, en petits chiffres, est toujours un peu plus attrayant que quelque chose qui est fait de grand volume, etc. Ça même pour une compagnie. Alors c'est pas surprenant cet aspect. Mais c'est quelque chose qui peut rajouter à la qualité de la société et
de sa valeur ajoutée, si vous voulez, pour une société. Et moi, j'avais au début l'objectif de faire 100 fermes sur 10 ans. Je suis certain qu'on va dépasser ça, mais certain. C'est impossible d'avoir 2000 étudiants année après année. Bien, cette année, c'est moins, mais c'est pas rien. C'est quand même considérable. Et de penser qu'on n'aura pas un effet quelconque. Et ça, je pense que c'est formidable. Puis l'autre chose que je réalise aussi, c'est que nos produits se vendent mieux année après année. Puis même avec le COVID, où j'aurais pensé, moi, qu'on aurait eu beaucoup plus de difficultés, c'est surprenant de voir que les gens étaient encore plus intéressés qu'avant. Et ça, je pense que ça va être un des effets positifs pour la ferme de proximité. Et les gens ont tout d'un coup réalisé qu'il y avait peut-être quelque chose encore plus valable et qui valait la peine. Alors, ça, c'est pas non intéressant aussi pour les fermes de proximité. Et bien entendu, je crois qu'on a tous compris que si les États-Unis décidaient de fermer les frontières, on aurait de la difficulté à s'alimenter agroalimentaire. Et les gouvernements auront besoin de penser à ça aussi. Et là, je crois encore une fois que les fermes de proximité pourraient jouer un rôle. Ce ne sera pas le rôle, le grand rôle, le plus grand rôle, mais ça peut être une partie du rôle. Mais moi, j'essaie dans ma ferme de développer une idée qui ne nécessite pas de programme et qui puisse réellement se faire à une petite échelle avec des gens qui peuvent avoir vraiment un train de vie plus qu'acceptable. Et avec nos techniques, c'est possible. Moi, je le crois. Maintenant, est-ce que ça prend du travail? Oui. Est-ce que c'est compliqué? Oui, parce que c'est technique. Il faut comprendre comment faire des choses. Parce qu'il faut être très efficient. Il faut vraiment savoir ce qu'on fait. Mais ça s'apprend. Et on a des gens qui apprennent ça. Puis ces gens-là, ben eux, ils vont faire d'autres fermes qui apprendront à d'autres après et qui se multiplieront avec le temps. Alors, avec des programmes, ce serait mieux. Moi, je vais vous dire, franchement, j'ai déjà eu des conversations à l'égard de l'électricité. Et est-ce que ce serait possible d'offrir de l'électricité à un prix raisonnable pour les petits fermiers? Et ils peuvent le faire aussi pour les grands, bien entendu, mais moi, je parle plutôt pour les fermes de proximité. Ça permettrait d'extensionner les saisons de quelques 6 semaines de chaque bord. Vous savez, à 10 000 $ de revenus sur 12 semaines, c'est 120 000 $ de plus de revenus. C'est pas négligeable du tout, du tout, du tout. Et ça pourrait créer beaucoup de richesses qui, elles, permettraient aux fermes de développer d'autres fermes parce que les gens vont bien voir que c'est rentable et valable. Et avec ça, bien, tu vas beaucoup plus près de créer un volume de produits qui est beaucoup plus important que celui que tu avais avant et qui, forcément, nous permettra d'avoir moins besoin des États-Unis pour se nourrir. Effectivement, c'est ça qu'on recherche. Pas contre les États-Unis. C'est parce que c'est une possibilité que les frontières soient fermées pour une raison ou une autre. Et on ne peut pas prendre ce risque-là. C'est trop dangereux. Moi, je suis très optimiste que le choc du COVID est un choc réel. C'est pas quelque chose de faux. Et la deuxième chose, c'est qu'est-ce qui vous dit qu'on n'aura pas un autre COVID? Non, mais plus sérieux. Ou disons, une personne sur 3 meurt. Mais moi, j'aimerais plutôt développer un système qui ne nécessite pas des programmes gouvernementaux, si possible, parce que c'est ce que j'appelle la vraie liberté. Est-ce qu'on pourrait dire que pour vous, l'agriculture, et notamment l'agriculture de proximité, ça serait en quelque sorte un fondement de la paix sociale? Moi, je pense que ça peut devenir un aspect de ce fondement. J'ai toujours cru ça et je le crois encore, et encore plus peut-être aujourd'hui, mais on ne résoudra pas les problèmes de la planète Terre avec des petites fermes de proximité, ça c'est sûr. On n'est quand même pas naïf. Mais si on peut y contribuer, parce que ça fait plaisir à beaucoup de gens, et qui se permettent, qui peuvent se réaliser, qui sont heureux, qui ont des familles heureuses, et qu'eux, ils engagent des gens qui apprennent, qui font la même chose, et qui ont la possibilité après ça de faire leur ferme, et se créer un futur intéressant pour eux, et financièrement, et de façon journalière, je trouve que c'est formidable.
Et moi, je trouve que la ferme de proximité fait mieux ça, à mon avis, avec plus de gens que les autres plus grandes fermes. Mais comme je dis, j'aime pas passer le temps à dénigrer un système contre l'autre. Je pense que chacun a sa place et chacun joue son rôle. Mais je crois que la ferme de proximité pourrait réellement créer beaucoup d'emplois si on s'y mettait et si on décidait de rendre ça attirant. Mais je crois, moi, qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont très touchés par l'environnement et ce qui est en train de se passer sur leur planète, ce qu'ils sont en train de manger, ce qu'ils sont en train de vivre jour après jour. Et ces gens-là, ils veulent une vie plus saine. Et ça leur offre la possibilité de la faire de façon convenable, réaliste et je dirais pas facile parce que c'est pas facile, mais c'est agréable. Les gens qui aiment ça adorent ça. Et pourquoi ne pas permettre ça dans une société? C'est fou. Et ça aide en plus. Toutes les petites communautés qui sont en train de perdre leurs jeunes, qui pourraient peut-être rester dans ces communautés-là et continuer de travailler là, et donc développer ces petites communautés-là qui sont en train d'avoir beaucoup de problèmes économiquement. Alors, dans ce deuxième extrait, dont la qualité sonore est un peu moindre, et ce qui illustre le fait que même M. Desmarais peut être confronté à des problèmes avec un téléphone cellulaire, ce que l'on va entendre, c'est en fait les motivations profondes qui ont amené M. Desmarais à prendre cette initiative. Et puis les conditions dans lesquelles il a rencontré celui qui allait être son complice, c'est-à-dire Jean-Marie Fortier, notamment par l'intermédiaire d'un autre personnage illustre. J'ai eu mon premier petit-fils. Et quand j'ai eu mon premier petit-fils, j'ai décidé, ça c'est fou cette affaire-là. Il faut que je me trouve une façon, quand ces jeunes-là vont être plus vieux, ça va être un désastre de la nourriture. Alors j'ai dit, il faut que je commence à faire ça. Puis là, j'avais commencé par me faire une ferme. Puis là, je trouvais ça trop plate parce que je faisais rien. Alors j'ai décidé de faire une ferme environnementale. Puis là, j'ai un grand ami, M. Rockefeller, David Rockefeller, qui était de la fameuse famille américaine. Et je suis très, 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 très copain avec lui. Il est mort récemment, là, il y a quelques années, en tout cas, à 103 ans. Et puis, c'est un gars fantastique. Et puis, il m'a aidé toute ma vie, lui. Et lui, il a fait une ferme qui est assez fameuse, qui s'appelle Stone Barns, aux États-Unis. Et pour éduquer, justement, les gens sur l'agriculture et tout cela. Ça vaut vraiment la peine d'aller sur leur site Internet, vous allez voir. Et c'est quelque chose d'assez bien. Et c'est là où j'ai rencontré Elliot Coleman, qui est le grand spécialiste de faire pousser les vegetables dans des régions nordiques et même sous la neige, hein, parce que nous, on fait nos épinards sous la neige et tout ça. Tout ça pour vous dire que c'est arrivé un peu happenstance, vous savez. J'avais mon petit-fils qui était né, je voulais faire quelque chose, j'ai acheté la ferme, j'ai trouvé ça plate, je disais des riches qui ont des fermes, ça ne m'intéressait pas. Et puis j'ai dit non, je vais faire quelque chose. Puis là j'ai un peu tombé dans l'admiration de ces jeunes-là qui veulent faire des choses, qui étaient excités. Et puis je parlais un peu de mon projet, puis je voyais un peu leurs yeux s'éclairer, tout ça. Et alors, j'ai dit, bon, je m'en vais faire quelque chose là. Et c'est ça qui m'a allumé. Et avec l'aide de M. Rockefeller, en réalité, c'est comme ça que j'ai trouvé Jean-Martin. Il faut aller à l'extérieur pour le trouver. Et puis lui, naturellement, il ne voulait pas travailler pour moi. Alors, je ne le blâme pas. Et puis, on a eu une petite rencontre. On a eu beaucoup de plaisir. Ensemble, il a réalisé que j'étais sérieux dans ce que je voulais faire. Et donc, il a dit, j'embarque. Et donc, j'ai dit, si t'embarques, moi aussi. Alors, on y va. Voilà, grande fierté pour nous d'avoir pu faire cet entretien avec André Desmarais, réalisé au cours de la dernière saison estivale. Vous avez eu un extrait de cette entrevue disponible en totalité sur le site de l'Institut Jean Garon. Bien sûr, c'est avec grande fierté que nous avons pu discuter avec André Desmarais au cours de la dernière saison estivale. Il y a Simon, il y a Guy, bien sûr, et tout ce beau monde est prêt pour notre première émission presque complétée. Simon, ça a bien été? Oui, ça a très bien été. Et si tu permets, Eric, j'aimerais ajouter, pour avoir une meilleure idée de
de ce que la vision de M. Desmarais, bien, on va pouvoir trouver un compte-rendu de cette entrevue dans la première édition de ce qu'on a appelé les dossiers de l'Institut. C'est une nouvelle initiative en parallèle avec le lancement de notre émission L'agriculture de demain. Alors, tous les mois, dans les pages du journal La Vie agricole, vous allez trouver inséré un feuillet de 4 pages, produit et réalisé par l'Institut, qui vont traiter différents thèmes. Le premier numéro, qui va sortir au mois d'octobre, va porter sur justement l'agriculture de proximité et il sera centré autour de cette entrevue que nous a accordée M. Desmarais, cette entrevue sur son expérience à la ferme des 4 temps. Nous allons trouver aussi des données plus scientifiques, un papier préparé avec l'aide du professeur Patrick Mangler, le grand spécialiste de ces nouvelles formes d'agriculture. Nous aurons aussi un mot des 2 coprésidents, une forme d'éditorial. Et pour ma part, je me permettrai de rappeler certains bons coups de Jean Garon. Quand même, on est dans l'Institut Jean Garon. Alors, il y aura une petite chronique qui rappellera les grands moments de l'épopée de Jean Garon à la tête du ministère de l'Agriculture. Alors, c'est quelque chose que je vous invite à suivre et à attendre avec impatience le mois prochain dans la Vie agricole. Et d'ici là, on aura le temps de se revoir dans le cadre de l'agriculture de demain sur les ondes de Garon.tv et de LVA TV. Alors, merci à Guy, merci à Éric, et c'est un rendez-vous pour la semaine prochaine. Et ne manquez pas d'être à l'antenne demain pour la première de la quotidienne agricole. Merci beaucoup, Simon. On va compléter cette émission aujourd'hui, justement en étant très curieux de cette publication à venir au mois d'octobre, dont on vous reparlera les lundis. Guy Debailleul, peut-être un mot de la fin pour vous aujourd'hui? Oui, Guy. Je me réjouis d'être associé à cette initiative parce que, en fait, qu'est-ce qu'il y a de plus exaltant que d'être amené à parler de l'agriculture de demain? Eh bien, merci beaucoup d'y être encore une fois. Aux abonnés qui seront avec nous, vous êtes les bienvenus. Vos commentaires sont appréciés. À ce fait, vous pourrez passer par les réseaux sociaux, la page Facebook de l'Institut Jean Garon et celle de l'institutjeangaron.ca également vous permettront de nous écrire vos commentaires que nous lirons avec grand plaisir et auxquels nous répondrons. Peut-être quelques suggestions de questions à poser à nos invités, nos intervenants. Ce sera avec grand plaisir. Nous espérons la présence de celui qui a écrit La ferme impossible. Que ce simple titre évoque quelque chose, évidemment, Dominique Lamontagne sera possiblement avec nous. Évidemment, c'est l'un des parrains de l'Institut. On compte sur sa présence. Alors, possiblement, lundi prochain, nous espérons qu'il sera avec nous. On se permet de l'annoncer parce que Dominique est toujours très participatif à nos projets et celui-là en est un intéressant, surtout quand on parle d'agriculture de proximité, d'agriculture de demain. Ne manquez pas également demain, même heure, même poste, que ce soit à la radio ou sur la web télé que nous partageons avec vous. Les gens de l'Institut Jean Garon, c'est de l'Institut de la vie agricole, c'est-à-dire l'éditeur Yannick Patelli, le journaliste Guy Duval et les panélistes de l'Institut Jean Garon qui seront également de retour avec nous pour cette première de la vie agricole, de la quotidienne agricole et agroalimentaire. Elles vous seront présentées ces émissions chaque midi, à compter de midi, et pour 30 minutes d'information du lundi au vendredi. Ça se décline de cette façon, c'est-à-dire que le lundi, ce sont les gens de l'Institut Jean Garon qui sont avec nous et qui nous proposent leur contenu. On en a suffisamment parlé, l'agriculture de proximité, l'agriculture de demain. Les mardis, les mercredis, les jeudis, les gens de la vie agricole qui s'y installent. On va avoir comme thématique, comme premières émissions, le bœuf. L'industrie du bœuf qui a été, elle aussi secouée par la pandémie et tout ce qui a pu se transiger depuis. On reçoit des intervenants de l'industrie du bœuf pour les premières émissions de la quotidienne agricole et agroalimentaire qui seront destinées à la vie agricole. L'ami Claude Roy également, que vous appréciez beaucoup, les gens du plein air pour la chasse, la pêche, complétera ces semaines avec nous. Les vendredis, nous avons déplacé les émissions dans ma chaloupe. Les vendredis midi, Claude Roy et moi-même vous accueillerons pour parler évidemment du plein air, de chasse, de pêche et de ce qui vous passionne. Vous aurez le loisir d'apprécier les vendredis ces émissions. Je me nomme Éric Bernard et au nom de toutes nos équipes de travail, et j'ai nommé Michel Saint-Pierre, Guy Debailleul, coprésident de l'Institut Jean Garon, le porte-parole Simon Bégin. L'équipe de la vie agricole, c'est Yannick Patelli, Guy Duval, Yann Turmine et moi-même encore une fois. Merci également à Odette Bisson qui fait toute la recherche de nos émissions. Salutations à nos auditeurs de la radio tout particulièrement. C'est agréable de vous savoir à l'écoute de 5h30 le matin sur Choc 88.7. Nous y serons également demain matin, si nous ne sommes pas vendredi, mais puisque c'est lundi, rendez-vous demain mardi. Voilà pour ces premières quotidiennes agricoles et agroalimentaires. On se donne rendez-vous dès demain midi.